qui sont du coin. À l'origine, on était l'association Écoute Petit Homme, qui a été créée il y a 16 ans par certains d'entre nous, à Mélan. Et aujourd'hui, nous changeons de nom, car nous changeons de dynamique et nous changeons d'ambition. Et je vais laisser François vous en parler davantage à ce sujet. Président. Bonsoir à tous et merci effectivement d'être si nombreux. Philippe Guillemont va nous parler ce soir de ce que peut apporter la physique dans ce qu'il appelle une urgence de la conscience et de l'importance d'un mouvement collectif apportant une nouvelle vision des choses sur la base de cette conscience et donc aussi de l'engagement responsable qui va avec. C'est dans cette dynamique que se situe la philosophie de l'association Flux de Vie, dont Philippe inaugure ce soir sa véritable naissance publique. Le fondement, la pierre angulaire sur laquelle nous souhaitons fonder nos actions, c'est la conscience précisément. Non la conscience ordinaire, issue du mental, mais celle qui peut émerger de la profondeur en nous. La conscience supérieure, qui s'approche au plus près en tout cas d'une conscience universelle, une que nous avons tous en nous, et dont, dans Flux de Vie, nous considérons que notre responsabilité est de favoriser son émergence par nos actions intérieures au sein de nos laboratoires corps. C'est à partir de ce vécu, de ce vivant véritable en nous retrouvé, que nous souhaitons laisser le flux de vie agir en nous, individuellement et collectivement, et que nous pensons qu'il va influer en nous un esprit de co-construction, voire de co-création. Nous osons avoir envie d'être un collectif de chercheurs de la vie, des lois de la vie, et un collectif d'acteurs en conscience, animés de joie, d'amour, de simplicité, d'humilité, autant qu'on peut, en tout cas. Voilà en quoi la conférence de ce soir entre en résonance et cohérence avec le projet de Flux de Vie. Je rajoute simplement que c'est cette essence donc, que nous souhaitions partager en tant que Flux de Vie avec vous, de façon à ce que si cela fait résonance en vous, vous puissiez venir soit partager vos propres recherches, soit participer aux pratiques intérieures que nous proposons. Philippe, on va te laisser la parole maintenant. Tu as peut-être un lien, toi aussi, à faire par rapport à nous ? Oui. Oui, bonsoir. Merci de votre présence. Flux de Vie, bah oui, si j'ai accepté de faire cette conférence à Grenoble, c'est parce que j'apprécie beaucoup cette association. Nous avons déjà fait des randonnées ensemble, aussi bien du côté de Grenoble qu'en Haute-Provence, là où on réside. Et nous avons déjà eu des réflexions ensemble, et même nous avons déjà fait des expériences ensemble, dont je ne parlerai pas ici. Et donc, j'ai vraiment voulu soutenir, encore ici, donc cette association et son nouvel élan. Voilà. Alors, ce dont je vais vous parler ce soir, je parle toujours à peu près de la même chose, mais en changeant toujours de regard, de point de vue, d'angle, de manière à ce que petit à petit on comprenne un petit peu mieux mon approche, qui est une approche synthétique de différents champs de connaissances, dont la physique en particulier, et qui n'hésite pas à faire le pont avec la spiritualité. Et c'est ça qui fait un petit peu mon originalité, et j'espère inciter d'autres scientifiques à faire de même. Et je leur dis aujourd'hui que c'est le moment de le faire, qu'il n'y a plus de honte à faire ça, qu'il n'y a plus de ridicule, et que le ridicule est passé dans le camp opposé. Le ridicule est passé chez les matérialistes, le ridicule est passé chez les cloisonnés, le ridicule est passé... Voilà, donc il n'y a plus de problème. J'ai beaucoup de soutien, y compris de la part de directeurs de laboratoire, d'académiciens, donc n'hésitez pas, je sais qu'il y a des scientifiques à Grenoble, c'est pour ça que je dis ça, d'accord ? Bon, concernant ma conférence de ce soir, l'urgence d'une physique de la conscience, pourquoi ? Parce que, bon, comme je l'ai présenté dans mon dernier livre, Le pic de l'esprit, sous forme de métaphore, ce que j'appelle le parc de la pensée est en train de s'effondrer. En tout cas, il menace sérieusement de s'effondrer. Qu'est-ce que c'est que le parc de la pensée ?
c'est l'édifice rationaliste que l'Occident a construit depuis 3 siècles et qui est fondé sur des dogmes qui aujourd'hui sont tous complètement dépassés, sauf que la mécanisation de la société et le grand succès de la technologie a quand même cautionné énormément l'édifice scientifique et qu'aujourd'hui on préfère faire l'autruche que de remettre en question les fondements, on va dire, philosophiques de la science. Et ça vient aussi du fait que la science, en devenant une technoscience, malheureusement, a laissé tomber ses liens avec la philosophie. Donc, il existe un parc de la pensée qui résonne aussi avec le parc de la pensée unique, politico-médiatique, donc qui est en train de se fissurer de toutes parts. Et donc, ce risque, donc là, j'ai représenté donc, le travail que je fais de façon métaphorique, comme essayer de reconquérir un vaste territoire où on accepte toutes les possibilités de penser, où on accepte toutes les visions du monde. Mais aujourd'hui, donc, on est dans un parc enfermé entre 4 murs. Donc, de quoi s'agit-il ? Quels sont ces murs? Alors, il est vrai qu'effectivement, à partir du moment où la science ne veut pas sortir du parc, elle laisse sortir plein de gens qui n'ont pas les compétences pour bien se débrouiller en dehors. Et vous avez même un foisonnement de charlatans. Les charlatans, ils existent parce que la science ne fait pas son boulot d'explorer au-delà de ses frontières. C'est quand même quelque chose d'important. D'accord ? Donc, parce qu'à partir du moment où ces frontières existent, il est inévitable que des personnes tout à fait sensées veuillent aller voir. Et bon, elles ont besoin d'aide, et si on ne les aide pas, ou si on ne met pas un petit peu des jalons, eh bien, il se produit n'importe quoi. Donc, je raconte un petit peu tout ça dans mon livre à travers la transgression des 10 frontières du parc. Un parc qui a quand même en gros 4 délimitations, et ces 4 délimitations qui correspondent à des mots-clés que j'ai appelés, qui sont la causalité, le matérialisme, le hasard et le déterminisme, représentent des dangers en fait. Alors pourquoi ça représente des dangers? Parce que le fait de vouloir absolument conserver l'édifice de la science tel qu'il a été construit depuis 3 siècles, qui est fondé sur le déterminisme essentiellement, mais sauf que quand on parle de déterminisme, on parle de déterminisme temporel. Or, le déterminisme temporel ne peut pas être vrai puisque le temps n'existe pas. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, on a déjà... Donc, bon, quand je parle des 2 failles, par exemple, faille du chaos et faille de la mesure ou faille quantique, je parle des 2 premiers types de danger, qui est que le fait de refuser de considérer que le résultat de la physique nous parle de non-localité. Des physiciens très tout à fait respectés, comme Nicolas Gisin et Antoine Suarez à Genève, ont démontré, dans le domaine que Alain Aspect, le père de la fameuse expérience du XXe siècle, sur la corrélation des photons, avait raison même dans le domaine relativiste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus, ça ne se discute plus. La non-localité est réelle. Bon, après, on peut l'interpréter de différentes manières, mais enfin, c'est quelque chose de réel qui implique essentiellement ce qui nous intéresse, c'est que ça implique qu'il y a des informations qui viennent d'on ne sait où, c'est-à-dire a priori en dehors de l'espace-temps, qui viennent coordonner les événements qui ont lieu dans notre espace-temps matériel quadridimensionnel. Vous savez, espace-temps, nous travaillons, tous les physiciens travaillent avec un espace-temps, 3 dimensions d'espace, on met de la matière dedans, ça évolue dans le temps, ça fait 4 dimensions. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on ne peut plus considérer les choses mécaniquement, comme d'habitude, parce qu'il y a des bifurcations, il y a du hasard quantique, et tout se passe comme s'il existait une coordination qui vient forcément de l'extérieur de l'espace-temps, à moins qu'on parle d'un dieu qui joue au dé, ce que refusait Einstein. Bon. Le fait de refuser ça, c'est comme refuser la possibilité d'une transcendance, ou c'est comme refuser
aux gens qui croient à l'existence de l'âme que, tiens, ben, si ça se trouve, ils ont raison, puisque l'âme, c'est quelque chose qui nous coordonne, indépendamment de la mécanique. Bon, première chose. Et le fait de refuser l'existence de l'âme, ça conduit à l'aliénation. Mais ça, je vais développer tout ça. Là, je résume. Donc, le deuxième problème, l'indéterminisme, qui a été découvert en mécanique quantique, pareil. Bon. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que cet indéterminisme, il est valable pour tout l'univers à travers le principe anthropique. Et aujourd'hui, les physiciens n'hésitent pas à dire qu'à partir des univers bulles qui sont nés depuis le Big Bang, il peut naître une myriade d'univers possibles, y compris des univers dans lesquels nous pourrions avoir des myriades de doubles de nous-mêmes, ce qui me fait mal, mais bon, ils le disent. Et moi-même, je travaille, mais cette fois-ci à l'échelle macroscopique, parce que je suis un physicien classique. On dit souvent que je suis un physicien quantique, bon, ça fait plaisir, mais je suis un physicien classique, c'est pas parce que mes travaux ont une connexion avec le quantique. Et donc, en tant que physicien classique, j'ai démontré, j'ai publié récemment, je travaille là-dessus depuis de longues années, que l'indéterminisme quantique vaut à notre échelle. Voilà. Mais bon, il y a une chape de plomb qui fait que depuis des décennies, on ne veut pas que ce qui est quantique se propage à l'échelle macroscopique, ce qui est faux. C'est faux. Voilà. Et donc ça aboutit à l'idée que nous sommes des machines biologiques. Le fait de refuser que cet indéterminisme prévaut à notre échelle, et donc de considérer qu'effectivement des informations extérieures à l'espace-temps puissent déterminer le cours des événements, ce qui est fortement intéressant quand on s'intéresse à l'âme et à la conscience, ben ça conduit à dire que tout est mécanique et à espérer qu'on va fabriquer des cerveaux intelligents, peut-être même conscients, avec l'IA d'aujourd'hui, etc. On fabriquera certainement des IA qui seront très intelligentes, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Bon. Et on fait comme si, voilà, je comprends pas. Et puis donc, un troisième problème, c'est qu'on pense que la causalité est quelque chose qui forcément va du passé vers le futur. Alors, c'est complètement faux. On sait déjà que accessoirement c'est faux. Et puis on a un tas de raisons de penser que, au contraire, la causalité c'est quelque chose qui fonctionne à double sens. D'ailleurs, dans les équations fonctionnent à double sens. Hein. Et malheureusement, on vit dans un paradigme scientiste qui fait dire, y compris aux physiciens les plus célèbres de la planète, que forcément l'entropie augmente tout le temps et que forcément le Big Bang était quelque chose qui était hyper ordonné et quelque chose qui contenait donc une quantité d'informations gigantesques, comme si nous avons tout dégradé, comme si nous avions tout dégradé depuis le Big Bang, comme si tout ce que nous sommes était déjà préparé depuis l'avant Big Bang. Pour moi, c'est du grand n'importe quoi, parce qu'à partir du moment où on oublie qu'effectivement il y a des informations extérieures à l'espace-temps qui viennent nourrir l'évolution, on ne peut plus dire que l'entropie augmente tout le temps. Et c'est dommage, parce que des physiciens que j'aime beaucoup et qui ont des idées superbes, extrêmement intéressantes et qui sont nobelisables pensent ça. Ben, c'est bon. Et enfin, le matérialisme, voilà, il y a souvent chez les neurophysiciens, qui ont appris à l'école, peut-être effectivement, on pouvait excuser ça il y a 30 ou 40 ans, que tout est composé de matière qui évolue dans l'espace et le temps. Bon, ben déjà, dans cette évolution, vous voyez bien qu'il y a des fissures, hein, qu'il y a des problèmes, on ne tient pas compte de l'information en dehors, et bien, en plus, on s'aperçoit que le vide n'est pas vide et qu'on pourrait contenir beaucoup plus d'informations que notre réalité. Et bien, on continue d'être matérialiste et d'affirmer des bêtises. Voilà, comme quoi la conscience serait le produit du cerveau, etc. Ce qui conduit à des dérives, l'aliénation, le transhumanisme, le contrôle de la pensée, toutes sortes de manipulations, et franchement, bon. Et donc, il y a une autre raison aussi qui explique tout ça, c'est ce que j'appelle le refus de l'extraordinaire. Alors, d'où vient ce refus de l'extraordinaire? Ben, ça vient de l'idée que notre monde est triste, parce qu'effectivement, si l'entropie augmente tout le temps, on ne peut aller que vers le désordre. Donc il ne risque pas d'apparaître des phénomènes plus ou moins magiques. Hein. Alors que si on comprend qu'il y a d'autres sources d'information que la mécanique simple, et qu'on met ça en parallèle avec le fait que les équations de la physique fonctionnent dans les deux sens du temps, il est tout à fait normal et rationnel que de temps en temps, de la magie
ce qu'on appelle la machine, mais qui est quelque chose qui sera compris par la physique plus tard, apparaissent. Bon. Et donc, bon. C'est aussi parce que la science, tout comme la religion auparavant, est devenue un système de pouvoir et qu'il y a cette tendance à vouloir conserver l'ordre établi concernant la vision du monde. On a connu ça dans notre passé, l'idée que la Terre pouvait être ronde était trop extraordinaire et donc refusée par la vision qui régnait à l'époque. Aujourd'hui, on connaît ça à nouveau parce que la cosmologie et la physique quantique nous apprennent des choses qui sont extraordinaires et bien on ne les interprète pas. On dit c'est beau, ah c'est étonnant, etc. Alors que c'est criant de vérité concernant l'humain. Vous verrez ça tout à l'heure. Par exemple, les trous noirs, le fait qu'il s'agisse non pas de trous, mais simplement du fait que l'espace s'engouffre dans un point qui est infiniment petit pour recréer un espace qui pourrait être encore plus gigantesque, ça ne choque personne. Par exemple, le fait que la mécanique nous apprend que la réalité n'est pas faite de matière, mais de superposition de tous les possibles. Vous croyez qu'un journaliste en parlerait pour dire attention, il faut réfléchir, peut-être qu'il faudrait en déduire quelque chose au niveau de notre réalité, au niveau de l'humain. Mais non, on n'en parle pas. Bon. Les seules choses extraordinaires qui existent ont lieu dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, mais pas chez nous. Une explication triste doit toujours être défendue bec et ongle contre une explication extraordinaire, même si elle n'explique rien. D'accord ? Comme par exemple, la conscience est le produit classique du cerveau, c'est de la pensée magique. Il faut bien qu'on explique comment la conscience, le comment de la matière pourrait créer de la conscience. Par exemple, le darwinisme, dans le darwinisme, bon, la sélection naturelle, ok, mais le hasard des mutations, c'est de la pensée magique. Comment voulez-vous que le hasard des mutations fabrique des êtres négantropiques dans un contexte où la mécanique fait que l'entropie augmente tout le temps? Bon. Tout ça, c'est dû à un nouveau syndrome. Hein, et évidemment, toute personne qui prétend quelque chose d'extraordinaire est victime de folie, d'hallucination ou de son imagination. C'est un nouveau syndrome de la Terre plate. Aujourd'hui, notre sphère politico-médiatique et notre science académique, enfin en tout cas, c'est pas vrai pour la science académique, parce que moi je respecte infiniment la science académique, mais la science telle qu'on nous la présente dans les médias nous sort encore un syndrome de la Terre plate. D'accord ? Et évidemment, toutes les personnes qui témoignent de choses extraordinaires ont des hallucinations, et pourtant, cela fait quand même des décennies et des décennies qu'on accumule au sein de laboratoires de recherche, ou via des personnes qui sont tout à fait dignes de foi, quantité d'anomalies et d'expériences extraordinaires que la science a le devoir d'étudier. Il ne faut pas dire ce n'est pas prouvé, c'est largement prouvé, mais simplement il y a des obstacles parce qu'on n'est plus sur des phénomènes qui sont capables d'être appréhendés par la méthode scientifique. La méthode scientifique qui suppose que tout est répétable et indépendant de l'effet de la conscience. Or, si on commence à s'intéresser à la conscience, il faut remettre en question la méthode scientifique, donc il faut y aller, c'est rationnel. D'accord ? Il n'est pas rationnel de vouloir imposer envers et contre tout une méthode, de même qu'il n'est pas rationnel de vouloir conserver envers et contre tout des dogmes que la physique elle-même a expérimentalement démontré qu'ils étaient faux. Mais il est vrai que la science est cloisonnée par son système qui crée énormément de disciplines différentes. Il est vrai que les scientifiques sont formatés, qu'ils sont victimes d'un certain communautarisme et que tout cela finit par faire que donc, la science ne peut pas, un scientifique, à moins de faire preuve de beaucoup de liberté, un grand courage, etc., ne peut pas étudier ces phénomènes-là. Donc la liste, elle est longue, hein, c'est toute la recherche en parapsychologie, les expériences de mort imminente, les expériences de sortie du corps, les expériences de vision à distance, récemment déclassifiées par la CIA, ou plutôt publiées, les interventions de guérisseurs dans les hôpitaux, comme les barreurs de feu, ça c'est quelque chose qui est largement reconnu, les effets physiques en tout genre, l'effet Paoli, les poltergeists, les effets de l'émotion sur l'eau, même ma femme a vérifié, les ovnis, les oanis, les drovnis, les pans et les rentemplants, les coïncidences et les synchronicités,
les effets de la méditation, l'effet placebo. Placebo, pourquoi on l'appelle comme ça? L'effet placebo, c'est un effet de la conscience. D'accord? C'est pas un effet du cerveau. On l'appelle effet placebo pour faire croire, sous-entendu, la science l'a compris. Voilà, donc c'est bon, c'est normal. Hein? Mais non, c'est un effet de la conscience qui est le fait probablement le plus reconnu. On est obligé, maintenant les laboratoires sont obligés d'en tenir compte. Donc c'est un mensonge de le présenter comme un effet. Sous-entendu, un effet, c'est quelque chose qui a une cause, donc c'est mécaniste, mais ce n'est pas du tout mécaniste, c'est un mensonge. D'accord? D'abord, placebo. Le plat, c'est beau pour vous? Non, le plat, c'est pas beau. Ah, je vais pas... Pour un grenoblois, franchement... Bon, le plat népalais, peut-être, encore que, bon, parce que aller au Népal, il verra bien que le plat... Enfin bon... J'essaie de faire des blagues en conférence. Donc les problèmes, c'est la faible répétabilité, ce qu'on appelle l'élusivité. Je vais vous expliquer pourquoi il y a de l'élusivité à la fin de la conférence. La méthode scientifique est inadaptée, on sait pourquoi. L'absence de modèle, excepté le modèle que je propose. Et le public qui n'est pas sensibilisé, parce que tant qu'on n'a pas vu au 20h, c'est que ça n'existe pas. Bon. Les solutions que je vais préconiser, c'est expérimenter certaines anomalies par soi-même, et surtout, parce que tout le monde n'est pas en situation d'expérimenter, parce que, comme vous le verrez, pour expérimenter, il faut être dans une période de sa vie où on est très instable, surtout changer de regard sur sa propre vie, essayer de faire la synthèse de sa propre vie, pour rentrer dans un cercle vertueux et comprendre que nous avons nous-mêmes créé tout ce qui nous est arrivé, qu'il n'existe aucun fautif en dehors de nous-mêmes, encore qu'on n'est même pas fautif, c'est simplement une question de compréhension. Un exemple, donc parmi les anomalies de l'espace-temps, alors moi, si vous voulez, en tant que scientifique, au départ, j'ai rejeté tout ça. D'accord? Je fais comme tout le monde. J'ai douté, je n'ai pas rejeté complètement, j'ai douté. Et puis j'ai vécu des synchronicités. Alors j'ai vécu des synchronicités, au départ sans savoir que c'était des synchronicités. C'était dans ma carrière, parce que j'ai fait beaucoup d'innovation. Qui dit faire de l'innovation dit fonctionner un peu avec la passion, dit aussi prendre des risques, et c'est un mélange qui fait qu'il arrive des synchronicités. C'est-à-dire qu'on rencontre automatiquement les opportunités qui font que, à partir du moment où on a mis de la joie dans ce qu'on fait, on va rencontrer automatiquement les opportunités qui font que ça va déboucher. Mais qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? Une synchronicité, c'est quelque chose qui est un événement, ou plutôt une convergence d'événements qui sont improbables, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et dont la convergence possède un sens, parce qu'à ce moment-là, la personne qui vit ça a une problématique, et ce qui se passe est en train de résonner avec sa problématique interne, et c'est ce qui s'est passé pour le père de la synchronicité, Carl Gustav Jung, plutôt sa patiente, au siècle dernier. Carl Gustav Jung recevait une patiente qui avait un gros problème de blocage dans sa thérapie, et elle lui a raconté son rêve, et elle lui a dit qu'au cours de ce rêve, elle avait vu un scarabée d'or. Et juste à ce moment-là, il y a un insecte qui tape à la porte de la fenêtre du cabinet de Jung, et Jung se lève pour aller ramasser l'insecte, et il le met sur son bureau en face de la patiente, et c'est un scarabée d'or. Et à partir de là, la patiente, elle a été tellement bouleversée par ce phénomène qu'elle a cessé de voir le monde de manière complètement rationnelle, ce qui l'a bloqué dans sa guérison, et elle a pris le chemin vers la guérison parce qu'elle a retrouvé en elle-même quelque chose qui est plus profond. Et donc, personnellement, j'ai vécu de nombreuses synchronicités, donc inconscientes au départ dans ma vie, et ensuite, en fait, j'ai appris à les provoquer. Je vous expliquerai ça un peu tout à l'heure. Et donc, il m'est arrivé au moins 4 ou 5 avalanches de synchronicité depuis une dizaine d'années, dont la dernière, donc celle que je raconte dans mes livres, surtout La route du temps et le guide de l'esprit. En fait, à chaque fois que tous mes livres ont été en fait inspirés par une avalanche de synchronicité.
Et dans la toute dernière, celle qui m'a amené à écrire le guide de l'esprit, je ne vais pas vous la raconter parce qu'il me faudra une conférence entière. D'ailleurs, c'est un chapitre entier. Eh bien, un jour, nous avons 6 papillons, des énormes papillons qu'on n'avait jamais vus, qui ont débarqué à la maison, qui ont tapé à la porte d'entrée de la baie vitrée. Ça a fait un grand chambardement. On est allé voir, on était émerveillés. On les a pris en photo, on les a comptés, il y en avait exactement 6. Et en plus, c'était pas n'importe quel jour. C'était un jour où j'avais une problématique en liaison avec finalement ce qui est devenu un an plus tard un article de recherche scientifique qui s'est intitulé en français « Un espace-temps classique discret aurait besoin de 6 dimensions supplémentaires ». Donc un article que j'ai publié récemment dans une grande revue de physique. Évidemment, les papillons étaient là pour symboliser les 6 degrés vibratoires de l'âme humaine. Il n'y a pas eu que ça, ils ont été précédés par 3 chevaux, les 3 chamois, et d'autres synchronicités, j'en suis encore ému. Si ça vous intéresse, lisez le chapitre 12 du Guide de l'Esprit. Je reste là parce que, bon, mais voilà, c'était vraiment très très émouvant. Donc ce genre de synchronicité, ça représente un véritable défi à la mécanique. Et le fait qu'un scientifique en vive une seule comme ça, dans sa vie, ça lui change forcément complètement sa vision du monde et ça lui donne absolument le devoir de se consacrer à ça. S'il est mécanicien, il faut qu'il remette en question tout. Il faut tout repartir à zéro. Heureusement, dans le monde, nous avons de grands physiciens qui s'intéressent à ce problème-là. Pas forcément il y en a qui s'intéressent même en lien avec la synchronicité, il y en a même qui osent presque le dire à mot couvert. Parmi nos grands nobelisables ou... Enfin voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Eh bien, un mécanicien est obligé d'en déduire que la réalité n'est pas, déjà, sans connaître la physique, la réalité n'est pas de la matière qui évolue dans l'espace en fonction du temps. Parce que si c'était comme ça et que ceci pouvait être décrit par les équations de la physique, ce qui est vrai, mais si ça pouvait fonctionner que comme ça, mécaniquement, effectivement, l'entropie augmenterait tout le temps, et il ne pourrait pas apparaître ce genre d'événement. Ce ne serait pas possible. Si nous sommes tous des machines, comment voulez-vous que ce qui arrive dans un monde purement mécaniste déploie de tels événements qui sont des reflets de la conscience, de nos émotions, de la pensée. Bon, admettons que ça puisse arriver un jour. Mais pourquoi est-ce que quand ça se produit en cascade? D'accord? Bien sûr qu'il existe des projections. Moi, je reçois 2 sortes de mails de gens qui veulent témoigner de leur synchronicité. Effectivement, il y a dans ces mails des personnes, je ne crois pas qu'ils ont véritablement vécu des synchronicités, ils projettent. Mais il y a aussi des gens qui ont véritablement, qui nous racontent des choses vraiment tellement incroyables que même moi qui ai vécu des choses incroyables, je n'arrive pas à les croire. Donc ça veut dire en fait tout simplement, et la physique nous le montre, que nous ne vivons pas dans une réalité faite d'espace, de temps et de matière. Et d'ailleurs, la physique nous montre que l'espace n'est pas de l'espace. L'espace c'est quelque chose de déformable, qui est même troué dans les trous noirs, qui est non local, qui est pixelisé, qui est en vibration. Prenez un bébé qui a vécu... qui aurait vécu toute sa vie jusqu'à l'adolescence dans une grande pièce noire, il n'y a qu'un grand écran qui est projeté devant lui, et puis il grandit, on ne sait pas trop comment il mange, mais bon, un jour il grandit, et puis il se rapproche de l'écran, et il touche, il pensait qu'il y avait du vide là, parce que c'est son environnement à lui, il s'aperçoit que non, c'est l'inverse de nous. Nous prenons de la matière pour de la matière, en réalité c'est du vide, lui il sait que c'est du vide et en fait il tombe sur de la matière. Bon. Ou alors il s'aperçoit que l'écran est pixelisé et puis il s'aperçoit que l'écran vibre. Et donc en s'approchant, il s'aperçoit que finalement il ne vit pas du tout dans la réalité qu'il croyait. Nous sommes exactement dans ce cas-là, et toutes les traditions, tous les écrits les plus anciens sur Terre nous le confirment. Nous sommes dans ce cas-là, ce qui ne vous enlève pas votre réalité. Mais ça rend plus intelligent que de le savoir.
nous sommes véritablement dans une réalité non pas virtuelle, mais illusoire. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'espace, ce n'est pas du temps, ce n'est pas de la matière. On devient plus intelligent quand on l'a compris, sans pour autant perdre le caractère merveilleux de cette matière. La matière, donc, quand on l'étudie en physique, on s'aperçoit que ce sont des vibrations. La réalité, on s'aperçoit que c'est même pas une réalité, c'est une superposition de tous les possibles, et on ne sait pas pourquoi nous vivons dans un de ces possibles et pas les autres. Et donc les physiciens vont chercher des myriades d'univers parallèles. Et un moyen mnémotechnique de se rappeler de la véritable nature de la réalité, c'est que la réalité est composée de vie, V-I-E, vibration, information, énergie, qui remplace l'espace, le temps et la matière. Donc, on peut dire que Platon avait raison avec son mythe son allégorie de la caverne. Il avait compris ça. L'un des plus grands esprits anciens avait compris cette chose fondamentale. Le plus grand mystère qui subsiste, c'est qu'il semblerait que pour ce qui concerne le temps, c'est vraiment très compliqué, parce que lui, on ne peut pas complètement l'éliminer, on ne sait pas par quoi le remplacer. En fait, on verra que le temps, c'est la conscience. Mais d'abord, est-ce qu'il existe vraiment ? Alors, le grand mystère du temps, c'est qu'aujourd'hui, on est sûr que la réalité ne se crée pas dans le temps, mais d'une autre manière. Bon, moi, je suis sûr que la réalité ne se crée pas dans le temps, pour les raisons que je vais vous dire après, pour des raisons purement classiques. Le temps, au sens du maintenant, du présent, n'existe pas. C'est-à-dire que la relativité fait exploser complètement la chronologie des événements. Carlo Rovelli, dans son dernier livre, nous donne un exemple. Vous ne pouvez même pas, dans le cas de, par exemple, vous avez un jumeau sur Alpha Centaure, l'étoile la plus proche d'ici, qui se trouve à 4 années-lumière, vous ne pouvez même pas dire que le maintenant de cette situation de votre jumeau va correspondre à la situation de votre jumeau dans 4 ans. Normal, on fait la correction. Vous voyez la lumière de votre jumeau qui correspond au passé d'il y a 4 ans, donc vous dites, voilà, quand on veut se retrouver, là où mon jumeau va se retrouver 4 ans après, là, on va être dans le même présent. Le problème, c'est que ce jumeau, il peut très bien, à ce moment-là, se retrouver 10 ans après sur Terre. Et donc, comment voulez-vous qu'il soit dans le même présent? Donc ça ne marche pas. Il n'existe pas de présent, vous ne pouvez pas trouver un présent, un maintenant, qui concerne absolument tous les objets de l'univers. Nous ne sommes que dans une approximation locale où nous avons la sensation d'être présents, parce que nos mouvements sont très faibles par rapport à ceux de la vitesse de la lumière. On sait aussi, par les équations mathématiques, mais à intervalles courts, par des expériences avec des horloges atomiques, qu'il est possible de voyager dans le temps. Ça, c'est certain. Et si on fait confiance à ces équations, on sait qu'il se passe très compliqué de résoudre le problème, de faire comme le voyageur de Langevin qui s'en va très loin ou qui va près du champ de gravité d'un trou noir et qui revient sur Terre, comme dans le scénario d'Interstellar. Ça, tous les physiciens vont vous dire c'est juste. Donc vous aurez à peine vieilli et les gens sur Terre auront vieilli de 100 ans. Ça, c'est certain. Et on se doute, on trouve nécessaire que le passé puisse être instable. D'accord ? Et pour vous faire comprendre mieux vers quoi on s'achemine en remettant ainsi en question notre vision du temps, donc on s'achemine vers l'idée que le passé existe encore et que le futur est déjà là, mais que ce n'est pas un futur qui est stable, ni un passé qui est stable. D'accord ? Quoi qu'il en soit, si vous voulez mieux comprendre ça, essayez d'imaginer ce que c'est que l'épaisseur du présent. D'accord ? Vous avez comme une espèce de front, là, qui se déplace. Donc nous sommes comme à l'intérieur d'un film qui est déjà écrit. D'accord ? Et donc ce film, bon, il y a, comme un tourne-disque, hein, il y a une tête de lecture. Quelle est l'épaisseur de la tête de lecture ? Si le temps existait, normalement, ça ne devrait pas avoir d'épaisseur du tout. Ça devrait être juste quelque chose qui se déplace, qui devrait pouvoir avoir une infinie précision à tout moment.
de localisation temporelle. Eh bien non, parce que si vous faites ça, donc si l'épaisseur du présent était nulle, il n'y aurait plus d'information dans le présent. Comment se fait-il qu'il y ait de l'information dans le présent? Parce que le présent a forcément une certaine épaisseur. D'accord? Et cette épaisseur, en ce qui concerne nous les humains, elle est de l'ordre de, par exemple, la fréquence visuelle qui est de 40 Hz. Elle est de l'ordre, pour l'ensemble de nos sens, des fréquences de fonctionnement de notre cerveau qui se trouvent, pour les états conscients, en gros, entre 10 et 4, enfin, ou 20, entre, allez, 10, disons, soyons larges, entre 10 et 80 Hz. Voilà, ça vous donne l'épaisseur de notre temps à nous. Et je ne vais pas faire ma conférence là-dessus, mais donc, vous voyez qu'à ce moment-là, ça veut dire que le vrai temps, le présent, c'est quelque chose qui est lié à la conscience. Mais si vous examinez d'autres formes de vie, vous pourrez constater que cette épaisseur peut varier. Et si vous envisagez que de plus grands organismes comme la Terre elle-même puissent être conscients, ce que j'envisage je démontre même, enfin, d'une certaine manière, par analogie, dans le fil de l'esprit, si vous envisagez que la Terre soit consciente, et d'ailleurs il y a un Lovelock, un physicien tout à fait respecté, qui considère que la Terre est un être vivant, soyons matérialistes, bon, si c'est un être vivant, elle a une conscience, la conscience de la Terre, on peut calculer qu'elle vit dans une temporalité 1 million de fois dilatée par rapport à nous. C'est-à-dire que je vais me calculer que quelques secondes pour nous correspondent à 1 an pour la Terre. Le présent, notre présent, qui nous fait voir d'un seul regard tout ce qui se passe en quelques secondes, pour la Terre, c'est 1 an. Ça vous fait mieux comprendre pourquoi le futur sera déjà réalisé. C'est-à-dire que s'il existe des consciences qui sont capables de voir en 1 an tout ce qui va arriver, ben vous imaginez bien qu'elles ont en quelque sorte cristallisé notre futur. Sauf que, heureusement, pas dans le détail. Il nous reste le choix des détails. D'accord? C'est juste pour vous donner un petit peu une idée intuitive de ce que ça signifie. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, oui, le futur est déjà réalisé. D'accord, peut-être, c'est possible. Mais il nous reste le choix des détails. Finalement, le futur peut bouger. Et une bonne façon de considérer que le futur peut changer, c'est de constater que le fait qu'il soit réalisé n'empêche absolument pas qu'il change, métaphoriquement parlant. Si on considère que tout se passe comme si nous allons vers le futur comme un randonneur qui traverse une forêt dans la brume, il ne voit pas son futur parce qu'il y a de la brume, et il a l'impression que sa réalité se crée au fur et à mesure où il avance. Alors que ça, c'est une illusion, parce que sa réalité est déjà créée, de même que son futur. Ce qui n'empêche pas qu'il va pouvoir se trouver face à des bifurcations. Donc rassurez-vous, ce n'est pas parce que votre futur est déjà réalisé que vous ne pouvez pas avoir plusieurs possibilités de parcours. Et pourquoi est-ce qu'il y en a une à un moment donné qui est valide, alors même que vous ne l'avez pas vécu? Parce que l'espace-temps a besoin de structure, a besoin de cohérence. Et si vous prenez le cas du GPS, le GPS, imaginez que le parcours du GPS, ça symbolise votre conditionnement. Donc vous suivez parfaitement ce que vous dit le GPS, mais ça ne vous empêche pas de temps en temps de dire « Ah non, non, là je ne suis pas d'accord pour tourner à gauche, je vais tourner à droite. » Alors, il y a des travaux là. Bon. Et vous allez tourner à droite, et puis la dame, elle va vous dire « Faites demi-tour, sans arrêt, faites demi-tour. » Et puis à un moment donné, elle va percuter, elle a compris que... Et donc elle va recalculer votre trajet. Eh bien, si on est capable de faire ça technologiquement, croyez-vous que l'espace-temps n'est pas capable de faire ça lui aussi? En réalité, moi qui suis informaticien, je peux vous dire que la meilleure façon de faire évoluer les choses dans le temps, c'est de les prévoir d'avance et de les faire évoluer au cours du temps. C'est-à-dire de faire évoluer la totalité de tout ce que vous allez faire dans le futur, de le prévoir. Ça, c'est la condition sine qua non pour préserver la cohérence, la structure, la causalité, etc. La science. Et de faire évoluer ça au cours du temps. Et c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de gérer le fait que si demain je ne fais pas tel programme, que j'en fais un autre, que je ne rencontre pas telle personne, ça va changer effectivement le programme de telle personne, etc. Mais tout ça, ça va simplement nécessiter une coordination non locale qui fait intervenir en quelque sorte un hasard quantique à l'échelle macroscopique.
Voilà, mais ça c'est juste, je vous balance juste des idées intuitives. Pourquoi est-ce que je pense depuis très longtemps que les découvertes qu'on a faites en 1982, qui ont été confirmées par l'expérience d'Alain Aspect, sont valables à l'échelle macroscopique? D'accord? Pourquoi est-ce que je pense ça? Je pense depuis très longtemps, et depuis 10 ans je m'acharne à le démontrer, et j'ai enfin réussi à publier là-dessus dans Annals of Physics, en déduisant qu'il faut rajouter des dimensions supplémentaires à l'espace-temps. Parce que j'ai compris depuis longtemps que la mécanique ne pouvait pas déterminer le cours des événements. Parce que j'ai passé ma vie à faire des calculs. J'ai passé ma vie à développer des systèmes pour des laboratoires, pour des industriels, des systèmes temps réel. Donc l'information, c'est quelque chose, je veux dire, ça, les programmes, ils circulent dans ma tête. J'ai bien compris le problème de l'information en physique. D'accord? J'ai vraiment très très bien compris le problème de l'information. J'avais anticipé ce problème depuis longtemps. Je m'étais insinué contre ce qu'on appelle le chaos déterministe dans les années 80. Et je me suis dit, bon, quand même, ils vont régler ça. Nos grands scientifiques vont régler ça. Ben non, quand je me suis remis à la recherche fondamentale vers 2005-2010, je me suis aperçu que non, on vivait toujours dans un paradigme où tout ce qui se passe à l'échelle macroscopique serait parfaitement déterministe. Mais c'était scandaleux. Et donc, je me suis dit, mais il faut absolument que j'écrive un bouquin. Bon. Et donc, voilà, qu'est-ce que j'ai réussi à démontrer à ce niveau-là? Donc, j'ai réussi à démontrer que la mécanique est indéterministe. Enfin, démontrer, c'est pas démontrer. C'est simplement recevable. Maintenant, il faut attendre que d'autres scientifiques étudient ma publication. Peut-être qu'après tout, j'ai oublié quelque chose. Enfin, bon, vous savez comment fonctionne la science. Hein. Enfin, il faut s'accrocher pour quand même essayer d'aller contre ça. Bon, alors, donc, pourquoi rajouter 6 dimensions? Parce que, prenez dans un billard, si vous attendez suffisamment de temps, un billard où vous mettez beaucoup de boules, j'en ai mis des dizaines, des centaines et même des milliers parfois, eh bien, si vous attendez suffisamment de temps, il y a un moment donné où toute l'information sur les conditions initiales a été perdue par chacune des boules. Il y a même des matheux qui ont démontré ça et qui ont reçu le prix de la recherche l'année dernière pour avoir démontré cette histoire de perte d'information par les boules. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, dans un billard, les boules ont perdu la mémoire de leurs conditions initiales. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un régime, un mouvement aléatoire, sur la langue qui s'installe, et donc toutes les conditions finales possibles peuvent être atteintes si vous attendez suffisamment longtemps. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine durée, eh bien vous pouvez choisir les conditions initiales, même si vous avez choisi les conditions finales. Et ceci, quelle que soit la précision que vous utilisez. Mais elle est forcément limitée de toute façon, puisque la physique actuelle limite donc la précision de tout ce qui existe au travers le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui n'est rien d'autre qu'une limite à la quantité d'informations que peut posséder un système, l'information de phase. De même qu'elle limite la quantité d'informations de localisation à travers la longueur de Planck. Donc, un système perd forcément son information au point qu'on peut arriver à déterminer arbitrairement ses conditions finales, et même si on attend encore plus longtemps, on peut même arriver à trouver petit à petit une multitude de chemins qui relient les mêmes conditions initiales et les mêmes conditions finales. Et au bout du compte, si vous attendez suffisamment longtemps, vous avez besoin de 3 dimensions pour décrire les conditions finales et 3 dimensions pour décrire le chemin. Or, ceci a des conséquences philosophiques extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'on a pensé jusqu'à aujourd'hui qu'on vivait dans un univers 3 dimensions plus le temps. En réalité, si on veut continuer à utiliser le temps, il faut rajouter 6 dimensions, 3 pour décrire le chemin. Qui est-ce qui choisit le chemin? C'est la conscience. 3 pour décrire la destination. Qui est-ce qui choisit la destination? On ne sait pas, mais c'est en lien avec nous. Et donc il faut comprendre que ceci implique que tout ce qui arrive à notre échelle dépend de ces informations-là et qui proviennent de l'infiniment petit en fait. C'est-à-dire que ça dépend de la gravité quantique. C'est-à-dire que les informations à l'échelle de l'infiniment petit rejaillissent à notre échelle.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à penser. Je reconnais, mais c'est quelque chose à laquelle il va falloir s'habituer parce que c'est vrai. C'est-à-dire que tout ce qui arrive, plus vous prenez des objets lourds, massifs, plus ça va mettre très longtemps pour arriver, comme par exemple les mouvements des planètes, qui ne seront indéterministes qu'au bout d'un temps extrêmement long. Ça peut se compter en millions d'années. Mais par contre, à notre échelle, et notamment les interactions qui ont lieu dans notre organisme, ou les mouvements qu'on peut faire en faisant n'importe quoi dans une ville, même en marchant, etc., sont suffisamment indéterministes pour faire que ce ne peut pas être la mécanique qui détermine les cours des événements, mais quelque chose qui relève de la gravité quantique. C'est-à-dire que les fluctuations à l'échelle quantique, dont on sait qu'elles sont aléatoires, autorisent la possibilité de bifurcation à notre échelle. Et s'il y a des possibilités de bifurcation à notre échelle, donc de changement de programme, tout en allant vers un futur qu'on ne va pas chambouler, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne va pas faire le même programme que ce qui était prévu, donc ça engendre simplement des commutations de lignes temporelles dont la possibilité est due à cette fluidité de l'espace-temps. Et c'est quelque chose qu'il faut à nouveau mettre en correspondance avec le GPS qui fait ça aussi. Sauf que là, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a quelque chose de non matériel, c'est-à-dire non 4D, c'est-à-dire faisant partie des dimensions supplémentaires, qui intervient dans le choix du chemin. Ça, c'est vachement important. Et donc, il s'ensuit que le multivers nous appartient. Le multivers n'est pas le fameux multivers, alors les physiques dont je vous ai vaguement parlé tout à l'heure, mais vous en avez entendu parler. Et je ne vais pas vous le réexpliquer, parce que je pense qu'à Grenoble, c'est vraiment, vous êtes plus scientifique que les autres. Vous en avez entendu parler. Vous avez de grands physiciens à Grenoble qui n'arrêtent pas d'en parler d'ailleurs. Et donc le multivers, ces fameuses myriades d'autres possibilités que nous avons de réaliser nos vies en gardant les mêmes constantes de la physique et qu'on a tendance à mettre dans des univers séparés, moi je vous dis que non, on peut les mettre dans le même univers parce que l'instabilité quantique, l'aléa quantique fait qu'en fait, toutes les bifurcations qui interviennent dans la construction de ce multivers, ce sont des bifurcations qui sont activables par la gravité quantique. Voilà. Donc, à ce moment-là, la conscience pourrait être un système de navigation. Si on considère que ce n'est pas la mécanique, et qu'on sait bien que finalement nos choix sont reliés à nos états de conscience. Donc il est logique de se dire la conscience, c'est autre chose que la matière, d'autant plus qu'on a vu que la matière c'est une illusion, donc on est obligé de tout ramener à la conscience. D'accord ? Et donc à ce moment-là, la conscience pourrait être un système de navigation, mais souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. C'est quelque chose d'immatériel qui détermine le choix des bifurcations. Donc le cerveau n'a aucun moyen de servir. Votre cerveau ne peut pas vous dire quelle est la bonne destination. Si votre cerveau vous dit, même si c'est une synchronicité, bon, je calcule, il faut aller par là, il a tort, c'est un calcul, c'est mort. D'accord ? C'est autre chose. Donc ça pose un problème. Comment est-ce qu'on fait pour changer de destination ? Alors déjà, il faut savoir, et il y a de grands physiciens qui le disent, donc il y a Kir Aharonov, qui a fait des centaines de publications et qui est très très respecté, un physicien israélien, qui a démontré expérimentalement, récemment, qu'il a publié qu'un futur déjà réalisé n'est pas incompatible avec le libre arbitre, à condition d'accepter la rétrocausalité, c'est-à-dire l'influence du futur sur le présent. D'accord ? Donc, et moi c'est la base de... C'est ce que je n'arrête pas de dire depuis 10 ans, je l'ai dit dans La Route du Temps, c'est-à-dire que je me suis dit, bon voilà, je vais essayer de développer une théorie qui maintient deux choses. Le futur déjà réalisé, parce que ça devient indiscutable en physique, mais le libre arbitre, parce que j'y étais attaché, que j'avais fait des expériences qui démontraient que le libre arbitre existait, puisque mes synchronicités, je les ai déclenchées. Et donc je me suis mis à adopter, à reprendre à mon compte, la théorie de la double causalité de Olivier Costa de Beauregard, qui aurait dû normalement participer en 82 à la thèse d'Alain Aspect, mais les anglo-saxons n'aimaient pas ça, enfin, ça a fait tout un remue-ménage,
Il a été écarté parce qu'en plus on lui a reproché de s'intéresser à la parapsychologie et de voir dans la rétrocausalité la possibilité de justifier la parapsychologie. Bon, moi j'aime pas trop la parapsychologie, je pense pas que ce soit quelque chose qu'il faille donner aux psychologues. Il faut en faire une sorte de psychophysique. Mais de toute façon, je pense qu'il avait raison. Parce que si on veut expliquer un certain nombre de phénomènes, la rétrocausalité est tout à fait indispensable. Et aujourd'hui, il y a des expériences comme celle de Darrell Bem et d'autres qui démontrent que la rétrocausalité est le seul moyen d'expliquer des expériences qui sont publiées, même dans des revues non spécialisées par la psychologie, même dans des grandes revues. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos intentions seraient liées aux probabilités de nos potentialités futures. Ça ne veut pas encore dire qu'elles seraient libres, mais au moins elles seraient liées aux probabilités de ces potentialités-là. Alors, juste pour vous aider à visualiser, notre futur, le fait que il est tout à fait possible que notre futur soit à la fois composé d'un arbre de possibles qui se trouve dans le vide non excité. Hein. On sait que le vide, c'est quelque chose qui contient déjà une myriade de potentiels non excités, qui ne peuvent pas durer plus longtemps que rien du tout, parce qu'ils ne sont pas encore greffés dans la réalité, on va dire, intuitivement. Et puis, selon la théorie de l'univers bloc d'Einstein, notre futur est également composé d'une réalité, puisque, après tout, on pourrait y voyager. Alors là, tout le monde n'est pas d'accord. J'ai même entendu Thierry Klein qui disait ah, mais peut-être que si on va dans le futur, on va se retrouver dans le néant. Bon, c'est à vous de choisir quelle est la meilleure théorie. Est-ce que, à partir de quel moment on se retrouve dans le néant quand on voyage dans le futur? Là, on est en train de rajouter quelque chose qui n'est pas forcément pas plus scientifique que l'idée qu'il est scientifique que notre futur pourrait être effectivement un univers bloc flexible. Le fait que l'univers bloc soit flexible, après tout, ça n'enlève rien à la théorie de la relativité d'Einstein. Rien du tout. Et donc, si on veut s'imaginer un univers bloc qui définit une ligne de temps pour chacun d'entre nous, et en même temps un champ des possibles, on peut faire appel à l'image d'un tourbillon. Un tourbillon, voilà, parce que dans un tourbillon, on arrive à mettre en concurrence un certain nombre de possibilités qui seraient toutes les alternatives à nos parcours et qui viennent se greffer, suivant qu'on excite ou pas certaines probabilités concurrentes et qu'il existe des possibilités de commuter les lignes temporelles de manière à faire changer notre destination. Donc ça, c'est juste pour fournir une aide à la visualisation. Bon, il y en a d'autres. Hein. Donc la question qu'on est en train de poser, bon, après tout, c'est nos intentions sont-elles des souvenirs du futur? La physique considère le passé et le présent comme parfaitement symétriques. Si vous lisez le dernier livre de Carlo Rovelli, il le rappelle plusieurs fois. Il le dit lui-même que nos intentions pourraient être des souvenirs du futur, l'envisage. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser? Donc, si nos intentions... Alors, si nous avons un futur qui est parfaitement défini, oui, nos intentions à ce moment-là sont comme des souvenirs du futur, mais ce ne sont pas des intentions libres, puisque avant même d'y arriver, avant même que l'intention émerge dans notre cerveau, notre futur était déjà écrit. Donc c'est notre futur qui a créé l'émergence dans notre cerveau de l'intention. Première façon de voir les choses, ça c'est ok, nos intentions sont des souvenirs du futur dans le cas où on est parfaitement conditionné. Deuxième possibilité, notre futur change. D'accord? Et qu'est-ce qui le fait changer? Ben là, c'est nos intentions, mais c'est plus tout à fait les mêmes intentions. D'accord? Si on a été capable de remplacer un ancien futur par un nouveau futur qui est toujours aussi corrélé à nos intentions, sinon les synchronicités ne nous parleraient pas. C'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'on est allé chercher plus profond dans nos intentions, et donc on a capté une intention qui correspond à quelque chose de plus profond en nous, et qu'en la captant, on l'a excité, et cette excitation
à créer une commutation de lignes temporelles dans notre futur et on part vers un nouveau futur. Donc, la théorie que je propose consiste à dire que nos intentions authentiquement libres, celles sont captées, non pas créées par le cerveau. Elles sont captées. Elles ne peuvent pas être dans le cerveau, puisque je vous ai dit tout à l'heure, le cerveau ne peut pas gérer les points de bifurcation. Ce qui implique un retour sur soi. Et dans ce cas-là, l'intention captée devient excitée, et elle peut causer des effets dans le présent. Elle est nouvelle, elle peut faire apparaître, en vertu de la rétrocausalité, des ponts qui, dans le présent, vont correspondre à des occasions d'aller vers la destinée correspondant à cette intention. Et au moins, ça mérite d'expliquer le phénomène de synchronicité. Le problème très important, fondamental, dans ce cas-là, c'est donc on a créé des bifurcations. Comment connaître la bonne voie? On a vécu, tiens, il y a un hasard qui arrive là, qui va. Tiens, il se passe quelque chose d'étrange. Comment savoir s'il faut tenir compte de ce hasard pour aller dans une direction plutôt qu'une autre, pour faire quelque chose plutôt qu'une autre? On a besoin d'une boussole. On a déjà une boussole qui a presque quelque chose de transcendant, enfin en tout cas quelque chose qui est mis au premier plan par un philosophe comme Spinoza, qui lui met la joie au premier plan. D'accord ? La joie et l'amour, qui simplement il considère l'amour comme étant une joie associée à l'idée d'une cause extérieure. Donc il met la joie et l'amour au premier plan. Et évidemment que la joie, l'amour, mais aussi l'intuition, qui par définition est quelque chose qui n'est pas censé être créé par le cerveau, mais aussi la foi, qui est un peu l'équivalent de l'intuition, mais disons que ça n'apporte pas l'information, mais ça donne simplement une certitude sans avoir besoin d'explication. Donc la joie, l'intuition et la foi, avec tout l'amour qui va avec, sont des émotions. Il se pourrait que les émotions, et notamment les émotions les plus élevées, parce que bon, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais s'il y a plusieurs niveaux de la conscience, certaines émotions peuvent être créées par la matière, hein, donc je ne le dis pas. Mais disons que les émotions les plus élevées, entre guillemets les plus transcendantes, même si je n'aime pas trop ce mot, pourraient bien servir de boussole. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, si on revient à la physique et à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'épaisseur du temps. Parce que l'épaisseur du temps présent est quelque chose à l'intérieur de laquelle, oui, tout est présent. C'est-à-dire il n'y a plus de séquentialité. C'est-à-dire vous voyez d'un seul regard tout ce qui arrive, et donc toutes les potentialités que vous pourriez avoir d'aller là, de choisir ceci, de choisir cela. Vous imaginez bien que si vous augmentez cette épaisseur de temps, c'est-à-dire que si vous augmentez le rayon de ce cercle que j'ai représenté sur la figure autour du présent, eh bien vous augmentez la visibilité de vos alternatives de choix. Vous augmentez la possibilité de vos choix de possibles. D'accord ? Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'attention, faire attention. C'est l'attention, et c'est aussi en lien avec se positionner dans le temps présent. Il y a énormément d'écrits de développement personnel qui insistent sur cette nécessité de se recentrer dans le temps présent, de ne pas vivre ni dans le passé ni dans le futur. Donc si vous vous ressentez dans le temps présent et que vous apprenez simplement à observer, et qu'après un peu de méditation, peut-être vous arrivez à élargir votre état de conscience, vous arrivez dans un état d'attention augmenté, où ensuite, et donc où là vous aurez toutes les possibilités de choix qui ensuite seront faites par vos émotions. Votre cerveau ne doit pas intervenir là-dedans. Vous devez être tout simplement, naturellement, orienté, guidé par un destin, comme si ça vous paraissait évident. D'accord ? Donc, le mental n'intervient pas à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, vous êtes capable de changer l'univers, puisque, en fait, ce fameux multivers que j'ai représenté tout à l'heure sous la forme d'un arbre, pour simplifier,
je le représente ici sous la forme de lignes parallèles. Et donc ce que vous avez fait quand vous avez fait un choix, c'est que vous êtes sorti de votre ligne habituelle, de la ligne qui faisait que si vous n'avez pas changé d'état d'être, de niveau de conscience, ben vous restez tout simplement prisonnier du même univers, comme il est courant de le dire. Et donc là, non, grâce à l'attention et grâce au choix que vous avez fait naturellement, émotionnellement, vous avez changé d'univers, et on peut symboliser ce changement par ces deux petites flèches là, avec une flèche au milieu qui dit que voilà, paf, on vient de faire un saut de conscience. Via l'attention qui a du coup transformé le temps en espace, parce qu'à l'intérieur du présent, il n'y a pas de temps par définition, comme je vous dis tout à l'heure. Quand je vous parle de l'épaisseur du présent, dans le présent, il n'y a pas de temps, le temps est transformé en espace. Donc la conscience, on voit déjà poindre une définition de la conscience. La conscience est une fonctionnalité qui permet de faire des choix en transformant le temps en espace. Exemple, je ne sais pas si on a le temps de le passer ou je le passerai aux questions. Donc je passerai aux questions parce que... Donc oui, je passerai aux questions, on reviendra dessus si ça vous intéresse. Voilà ce qui vous intéresse le plus, probablement. Ça va vous faire drôle, ça va faire drôle aux scientifiques qui sont dans la salle de voir que je passe de notions qui, sur le plan scientifique, sont quand même assez profondes, à des notions qui sont complètement... Enfin, je veux dire, non, le scientifique, normalement, il se sauve en courant, hein, donc voilà. Eh ben si. Non, mais il faut quand même, je veux dire, à quoi sert la science si elle ne vous permet pas d'avoir, quand même, une vision philosophique de la réalité un petit peu plus juste. Et ceci implique quand même, donc, de mieux comprendre ce qu'est la conscience. Je venais ici pour parler de physique de la conscience. Et voilà, donc la physique de la conscience, elle a un intérêt effectivement pour nous orienter dans nos vies, elle a un intérêt pour le développement personnel, elle a un intérêt pour nous aider dans le choix, et surtout pour sortir du mental. Il s'agit tout d'abord, c'est évident, on parle d'informations qui sont extérieures à l'espace-temps. Il s'agit tout d'abord de se déconditionner, de sortir de la prison du mental, de cette espèce de cobaye là qui tourne en permanence. Ensuite, il s'agit d'aller exciter qui nous sommes vraiment. Donc il s'agit d'identifier son être intérieur. Il s'agit d'aller se relier à notre véritable destinée qui est déjà tracée dans l'univers, dans le futur. Peut-être que finalement on était mal barré, peut-être qu'en se reliant, on va peut-être pouvoir se connecter à notre être véritable. L'être véritable, c'est celui dont tout le monde va se souvenir après notre mort, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, qu'il a eu tel type qu'il a... Voilà, tout un tas de choses. Donc ce n'est pas le moi, c'est ce que j'appelle le soi. Notre être véritable, c'est l'être dont on va se souvenir après notre mort, c'est celui qui détermine notre parcours de vie. Alors que notre moi, il oscille entre de multiples personnalités, de multiples voies, il est juste là pour choisir le chemin. Et donc, il s'agit ensuite voilà, à partir du moment où vous êtes reconnecté à qui vous êtes vraiment, donc, et que vous êtes dans une période de vie où vous ne savez pas ce que vous allez faire dans le futur, vous avez un problème, vous avez quitté votre conjoint, ou vous êtes fait larguer, ou vous avez démissionné, ou vous êtes fait virer, ou n'importe quoi. Et là, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Donc, retour sur soi, vous commencez à avoir une idée de ce que vous êtes, simplement en regardant ce que vous avez fait dans votre vie qui vous a procuré le plus de joie. Parce que la joie intervient au moment où, effectivement, on est en train de se réaliser. C'est un peu le carburant, l'énergie de la création. Et donc, à ce moment-là, vous êtes en train vous avez les éléments en vous-même qui vous permettent de savoir adresser un nouveau potentiel de votre futur. Simplement, il faut faire preuve d'intégrité. C'est-à-dire que si vous posez une question ou si vous décidez quelque chose, si vous avez une intention à un moment donné,
il faut que dans le cas où vous avez une réponse, vous soyez intègre par rapport à la raison pour laquelle vous avez posé cette intention. Et si vous faites intervenir l'espace-temps dans cette affaire, la mobilité de l'espace-temps, ça veut dire que vous partez pour un véritable changement. Si vous n'êtes pas intègre, ben, ça ne marchera pas, vous allez revenir sur votre ancienne ligne temporelle. Donc il est tout à fait possible de faire une demande à ce que vous voudrez, d'accord ? Dans le sens demander et vous recevrez. Demandez au vide, demandez à tout ce que vous voulez. Et ça marche. Le plus chiant, c'est que ça marche. Donc l'intégrité est la clé. C'est-à-dire que si vous recevez des éléments de réponse, il faut les suivre. Et à ce moment-là, pour déclencher les synchronicités, bah, faites comme moi, il faut sortir des sentiers battus et donc développer la conscience. Confiance. Ensuite, bon, vous êtes en train de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude, vous ne savez pas comment réagir, comment agir, que faire, vous n'êtes déjà quasiment plus vous-même. Vous laissez agir, il faut lâcher prise. Donc là, c'est dans la durée. Et puis, vous vous retrouvez en face de situations où vous ne pouvez plus être vous-même, il faut accepter le changement. Il faut être détaché par rapport à l'idée que vous avez de vous-même. Il faut laisser tomber l'ego, voilà. Et tout cela permet d'activer la reliance. Et cette reliance, moi je vous mets la totale, hein, mais il y aura peut-être pour l'un, pour l'autre, l'un des aspects. Pour certains plus mental, ce sera l'intuition, pour d'autres plus émotionnel, ce sera la foi. Et vous saurez que vous êtes là, soit vous ressentirez un état de grâce, soit vous aurez automatiquement la foi, ou vous aurez des intuitions, ou vous ressentirez simplement la joie de vivre cette nouvelle expérience. D'accord ? Et ça, ce sont les conditions qui déclenchent les synchronicités. Donc c'est forcément dans des périodes de votre vie où vous êtes en train de changer quelque chose d'important. Et donc, le problème, c'est que, évidemment, je suis le type dont on va dire, mais il est en train il va rendre les gens fous, parce qu'il est en train d'apprendre aux gens à voir des signes partout. Effectivement, ça c'est un problème. Donc je vous ai déjà dit que, attention, voir des signes partout, déjà, ça tombe dans l'écueil du mental. Donc si vous n'avez pas déjà respecté tout ce que j'ai dit, hein, effectivement, vous allez voir des signes partout. Ensuite, je vous ai dit, oui, mais il faut que ce soit dans des périodes de votre vie, vous allez vers un changement. Vous ne savez pas lequel. Donc là, vous allez questionner l'entité, comme moi je l'ai fait dans la route du temps. J'ai posé plusieurs questions. À chaque fois, j'ai eu une synchronicité qui m'a fourni une réponse. Et au bout d'un certain temps, j'ai été convaincu que je devais faire telle chose. Donc déjà, c'est pas évident, parce qu'on ne déclenche pas une avalanche comme ça. Et en plus, dans les signes que vous pouvez recevoir, pour que ce soit de véritable synchronicité, il faut faire attention, parce que des hasards étranges, il y en a qui reviennent. D'accord ? Il peut y avoir des hasards étranges, mais en fait, qui cachent des causes cachées. Hein ? D'accord ? Vous voyez quelqu'un déguisé en extraterrestre traverser la rue, vous ne savez pas qu'il y a un carnaval, vous allez croire que c'est un message qui vous est destiné. Ou alors, vous pouvez avoir des biais cognitifs, c'est-à-dire, comme vous ne savez pas faire le calcul de probabilité, parce que c'est difficile de faire des calculs de probabilité, est-ce que ça c'est improbable ou pas? Je connais plein de gens, enfin je reçois des mails qui ne savent pas faire le calcul de probabilité, ne serait-ce que intuitivement, ils ne savent pas sentir l'improbabilité de quelque chose et ils ont l'impression que quelque chose leur parle alors que ça pourrait parler à n'importe qui. Donc deuxième écueil. Ensuite, troisième écueil, vous pouvez avoir véritablement déclenché quelque chose, mais c'est l'influence d'un ancien futur. Donc c'est souvent un emmerdement. Ah, et comme c'est un emmerdement, vous allez vous dire tout de suite, ouais, bon, il ne faut pas que je fasse ces conneries. Il ne faut pas que je prenne cette décision-là, il ne faut pas que j'aille dans telle voie, puisque je vois déjà que ça me crée des ennuis. Or, alors je ne dis pas que c'est vrai à tous les coups, ça pourrait être au contraire un signe que vous êtes sur la bonne voie. Parce que si vous avez créé un nouveau futur, qui est encore fragile, qu'il y a un ancien futur
qui est ce que vous avez l'habitude de faire, eh bien, si tout cela est encore fragile, il se pourrait parfaitement qu'à un moment d'absence de confiance, que vous ne ressentez même pas, paf, l'ancien futur crée un pont, et donc un ennui, une panne sur l'autoroute, etc., qui vous fasse revenir à vos habitudes quotidiennes. Et puis, il y a les événements qui changent la vie, et ça peut se passer directement, vous pouvez tomber dessus, ou ça peut se passer par un hasard de rencontre rocambolesque, etc. Bon, là, c'est la synchronicité qui change la vie. Je vous dis, c'est quand même quelque chose de rare. Mais c'est quand même bon à savoir que ça existe. Donc en conclusion, avant la conclusion plutôt, donc là ce que je viens de dire, ça s'applique aussi à l'échelle globale de toute la planète. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une résistance de notre futur, non pas seulement individuelle, mais il peut y avoir une résistance de notre futur collectif. Et moi je pense que si nous allons aujourd'hui vers une société qui devient trop mécanisée, trop aliénante, où on voit bien que dans les médias ne sort qu'un seul discours et que tout le monde admet, les journalistes les premiers admettent que oui, le transhumanisme, on ne peut pas éviter. Il y a même des sites web comme Uzbek Erika qui se font un peu les chantres d'une espèce de transhumanisme qui serait peut-être plus humaniste. Et donc, voilà... on vit dans une société où le discours qui arrive à passer est le discours qui est un discours qui reste mécaniste. Comment voulez-vous que dans ces conditions-là, on ne se soit pas créé depuis des décennies un futur où on devient de véritables machines? Puisque notre futur n'est pas le résultat de la mécanique, enfin pas uniquement, bien sûr, la mécanique joue un rôle, mais que c'est aussi le résultat de notre conscience et par conséquent de notre passé, il est normal que depuis des décennies, nous nous soyons construits un futur où nous allons tous vers le chaos, parce que le jour où l'être humain se rendra compte qu'on est en train de le transformer en machine, voire en bétail, ben, il va se révolter et ça va être le chaos. D'accord ? Évidemment qu'il est nécessaire pour changer ce futur-là, évidemment que c'est lent, évidemment que c'est une opération qui va donner l'impression aux complotistes qu'il y a un complot mondial qui fait que voilà, on veut tous nous transformer en esclaves. Donc au passage, cette théorie-là, donc cette idée que nous créons véritablement notre futur par nos pensées transportées par nos émotions, est une théorie qui explique l'effervescence des théories du complot pour deux raisons. D'une part, il est vrai que nous allons vers un futur aliénant. D'autre part, la réalité de l'influence de ce futur-là se traduit chez beaucoup de gens par la sensation qu'on nous manipule, que ceci, que cela. Or, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de volonté d'une personne sur la planète ou d'un groupe, d'un pouvoir mondial, etc., de nous emmener vers, de rendre les gens comme esclaves, de nous transformer en consommateurs, etc. Non, ça n'existe pas. Eux-mêmes, d'ailleurs, sont même devenus ces soi-disant hommes de pouvoir qui influenceraient, qui décideraient de l'avenir des masses. Eux sont devenus encore plus des machines que nous. Alors, donc ça risque pas, ils ne risquent pas de pouvoir exercer ce genre d'influence. C'est nous qui avons créé cette situation-là. D'accord ? Donc il s'agit simplement de développer une nouvelle conscience, d'atteindre de cette critique de compréhension, de réflexion, d'éveil, qui va nous permettre d'aller, au moins pour une partie de l'humanité, mais au moins d'emmener le reste, hein, qui va nous... Et je pense que c'est en cours. Je pense qu'il y a un éveil grandissant qui me surprend, qui surprend de plus en plus de gens, qui font que, aujourd'hui, c'est presque bientôt des masses qui vont décider que non, on ne veut pas de ce transhumanisme, non, on ne veut pas de ce consumérisme, non, et il faut développer des économies respectueuses de l'environnement qui reviennent à la nature, enfin sans revenir dans la nature, mais il est vrai que comme il y a des risques d'effondrement, c'est pas idiot de prendre ses précautions et de se rapprocher de la nature. Voilà, tout ça pour conclure. Et donc voilà, je dis ne pas commettre l'erreur de rechercher la preuve avant d'avoir sensibilisé le public, c'est à cause de la résistance du futur. Hein.
c'est même raison, même cause. Il est difficile de démontrer tout ce que je vous raconte là parce que il y a une résistance des futurs qui fait que, tout comme toutes les anomalies de l'espace-temps et l'expérience extraordinaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est difficile d'y aller parce que notre futur actuel n'est pas encore dans la bonne direction. Et donc, pour conclure, donc ce que je vous ai proposé dans cette conférence, c'est je vous ai proposé de revaloriser tout ce qui est conscience, parce que la physique nous apprend que la conscience pourrait être un système de navigation. Donc il est très important de faire la différence entre notre conscience et notre cerveau. Le fait que notre conscience soit corrélée à notre cerveau n'implique pas que la conscience soit le produit du cerveau, même si elle peut accessoirement effectivement être produite, toute notre conscience ne l'est pas. Ce qui veut dire qu'individuellement, nous avons un libre arbitre potentiel, bien que la question du libre arbitre soit très compliquée, parce que s'il s'agit du libre arbitre du moi, ce sont des détails qui peuvent être, des choix de détails qui peuvent être insignifiants. Par contre, s'il s'agit du libre arbitre du soi, le moi peut récupérer du libre arbitre par l'intermédiaire de sa connexion à son véritable être. Et c'est dans le jeu de la connexion, de la reconnexion, et parce qu'après, une fois qu'on est connecté, on n'est plus adapté à la société. Mais il faut récupérer le programme et puis continuer d'agir selon son ego, ne pas jeter l'ego, parce que c'est quand même un très bon pilote automatique. Donc le libre arbitre, c'est quelque chose de compliqué, et des philosophes comme Krishnamurti vont vous dire que le libre arbitre n'existe pas, parce qu'effectivement, lui, il est connecté au soi, et quand on est véritablement tout le temps connecté au soi, on est sur le chemin du soi, et le libre arbitre, on s'en fout, parce que de toute façon, on est déjà sur le meilleur chemin. Donc voilà comment il faut concevoir le libre arbitre. Et donc les conseils que je donne en fonction de cette théorie que je vous ai proposée, c'est savoir faire un retour sur soi pour former nos intentions authentiques, pour découvrir notre véritable, le sens de notre vie, savoir être intègre et responsable avant de projeter ces intentions, ces rêves-là dans le futur, parce que les rêves ont tendance à se réaliser une fois qu'on fait ça. Avoir de l'attention et le discernement pour reconnaître les ponts et ne pas voir des signes partout. Maintenant, ceux qui veulent voir des signes partout, maintenant qu'ils y aillent, c'est pas bien méchant. Développer les valeurs spirituelles pour faire circuler l'énergie. Et là, je ne vous ai pas parlé de tout un pan de ma théorie qui va jusqu'à une vision cosmologique de notre réalité, mais qui fait intervenir une circulation à double sens à tous les échelons fractals de la réalité, mais ça, ce sera... Bon, et pour conclure, je dirais qu'au niveau collectif, ce dont je vous parle, cette pensée-là, doit être considérée simplement comme des balbutiements vers une nouvelle pensée rationnelle, parce que l'ancienne pensée rationaliste n'est plus rationnelle. D'accord ? C'est une vision, la pensée dont je vous propose, vers laquelle il s'agit de tendre, est plus intelligente et plus subtile que l'IA, que la pensée mécaniste. Elle revalorise l'humain, elle le remet en face de ses responsabilités. Elle fournit un éclairage sur tous les phénomènes expliqués, qu'on va enfin pouvoir commencer à investiguer en science. Et elle revalorise la poésie, les arts et toutes les sciences humaines, parce que demandez à un scientifique ce qu'il pense de la poésie et des arts, s'il est sincère, vous partez en courant. Et donc, au final, je vous demande de ne pas croire à ce que je vous dis, c'est juste une architecture de nouvelles pensées, mais simplement de l'expérimenter. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Philippe pour cette magnifique conférence qui vous a sans doute beaucoup plu. J'aime beaucoup ta phrase à la fin de ne pas croire mais expérimenter. C'est aussi beaucoup ce qu'on pratique au sein de Flux de Vie. Un petit mot par rapport aux activités qu'on va proposer à Flux de Vie, avant de laisser la place aux questions bien entendu
à Philippe, on a un moment pour ça. Sachez que parmi vous, s'il y a des personnes avec qui ça a résonné le message que nous avons porté par rapport à Flux de Vie, nous organisons 2 rencontres très prochaines. Donc si vous avez envie de partager peut-être vos élans, vos résonances avec nous. Nous allons aussi proposer dans les prochains mois d'autres conférences autour de la conscience, du corps et des sujets connexes à tout cela. Aussi des stages pour expérimenter intérieurement dans le vécu corporel toutes les pratiques que nous pouvons faire au sein de Flux de Vie. Voilà, et puis plein d'autres possibles qui pourraient venir de vous, puisque nous sommes dans une démarche de co-création. Donc, s'il y a des élans qui vous parlent et qui résonnent avec les nôtres, eh bien, bienvenue, et il y a plein de choses qu'on peut imaginer à partir de ça. Donc, si toutes ces choses-là vous intéressent, oui, les dates, eh bien, donc ça va être samedi prochain, samedi soir et jeudi prochain, en soirée aussi, donc sur Mélan. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec certains des membres de l'association. On a tous un petit badge, donc on sera facile à repérer. Laissez-nous vos coordonnées, on en discute un petit peu tout à l'heure et on se trouvera un moment du coup pour partager. Et aussi, si vous voulez, donc pour finir, être au courant de toutes ces actualités, laissez vos coordonnées et on vous inscrira sur notre liste de diffusion si vous êtes intéressé et vous serez au courant de tout ça. Voilà, je pense avoir tout dit. Du coup, place aux questions. Alors, il y a un micro qui va circuler dans la salle pour faire passer les questions. Est-ce que notre agent de sécurité est là? Non. C'est l'agent de sécurité Donc, qui avait le deuxième micro. Est-ce que tu pourrais répondre aux questions avec ce micro-là, si on fait circuler celui-là? Sinon, il va certainement quand même venir nous apporter un deuxième micro, on espère. Oui, ça marche. Donc, je vais passer le micro à ceux qui, si vous avez une question, vous devez juste le doigt. Merci pour votre conférence. Et j'avais une question en arrivant ici. Je dois le reformuler, mais je ne sais pas comment. La question, c'était de savoir si la conscience précède l'énergie ou pas. Vous avez parlé de vibration, information, énergie. J'ai un peu du mal à comprendre ce qu'est exactement information. D'accord. Et pour compléter la question, mon motif pour poser cette question n'est pas individuel. Je pense qu'il y a d'autres conditionnements que le conditionnement qui est basé sur la croyance matérialiste, c'est-à-dire la supposition que la conscience est un développement de la matière, c'est un niveau d'organisation. C'est le fait que c'est le problème global, si vous voulez. Moi, je travaille sur le réchauffement climatique et je suis arrivé à conclure que tous ces problèmes peuvent être résolus parce qu'on a des solutions techniques, mais l'obstacle principal, c'est ce que j'appelle enfermement identitaire. Et enfermement identitaire, ça va très loin. Il y a des gens qui sont enfermés dans le rôle de scientifique, par exemple. D'autres qui sont enfermés dans le rôle de professeur de yoga. Donc, comment sortir de ça? Je pense qu'on ne peut pas attendre que le public soit sensibilisé. Et donc, je vous laisse peut-être reformuler vous-même ma question initiale. Merci. Bon, il y a au moins 2 questions. Concernant la conscience, est-ce qu'elle précède l'énergie? En fait, bon, je pense que l'énergie, la conscience est en elle-même à la fois l'énergie, l'espace et le temps. C'est-à-dire que d'ailleurs, je la décompose souvent en 3 centres. Un centre énergétique, justement, qui est le fait d'être conscient. Être conscient, ça implique des informations, ça implique de l'énergie. Et puis un centre mental et un centre émotionnel. Le centre mental peut être très vaste, émotionnel également. Il y a une partie du mental qui est activée, une partie de l'émotionnel qui est activée, qui apporte des informations qui, à un moment donné,
dans l'éternité, pas dans le temps illusoire, crée la conscience de l'instant présent. Donc la conscience, c'est de l'information. Alors pourquoi est-on conscient? Ça, c'est une question joker. Comment est-on conscient? C'est par l'intermédiaire de l'information de la conscience. Donc la conscience, c'est de l'énergie. Ça, c'est ma première réponse. Ensuite, le problème identitaire global, vous avez raison de le soulever. Moi, j'ai mentionné deux éléments de réponse. Le premier, c'est effectivement le cloisonnement, c'est-à-dire que comme nous sommes dans un système de pensée mécaniste, nous décomposons tout, nous classons tout, on fabrique des boîtes pour tout. D'accord? Et donc, les grands esprits se retrouvent dans des boîtes. Et ceux qui veulent sortir des boîtes s'appellent les philosophes. Les philosophes, aujourd'hui, on ne les écoute plus. Il y a même Stephen Hawking, décédé, mais qui a quand même dit une grosse connerie dans sa vie, et la philosophie est morte. Donc voilà, toutes les tendances qu'il y avait, comme la science a décroché du train de la philosophie, on n'accorde plus tellement d'importance à la philosophie et aux philosophes. Et donc il y a un manque de liant, il y a un manque d'énergie de la pensée consacrée à unifier, d'où cette absence identitaire qui pourrait résoudre les problèmes. Et le deuxième aspect, c'est l'influence du futur quand même. C'est le fait qu'on ne crée pas un futur comme ça instantanément à partir du présent. On subit d'abord les conséquences de tout ce qu'on a accumulé comme émotions, pensées et actes aussi, bien sûr. Et du coup, notre futur actuel est déjà écrit pour de longues années, et ce n'est que dans les détails qu'on peut le changer rapidement, et pour le changer globalement, il faut beaucoup de temps. Voilà. Oui, bonsoir. En vous écoutant, je pensais au film Matrix et Terminator. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous dites d'autre que ces scénarios-là, en fait? Bon, première question. Et ensuite, deuxième question. Vous venez de parler du futur global. Donc si nous imaginions des suites à ces films-là, donc tout le monde devient des machines, ok. Et alors voilà. Oui, non, il y en a que ça ne dérange pas. Matrix, c'est un film intéressant sur le plan philosophique parce qu'il nous montre que finalement la réalité pourrait ne pas être effectivement ce qu'on pense, mais bon, il penche une illusion, ce qui est vrai, mais il penche un peu trop vers la théorie de la simulation, c'est-à-dire que derrière cette réalité, finalement, il y a le même genre de réalité. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème, en accumulant les réalités comme ça jusqu'à l'infini. D'accord? Donc, à mon avis, il existe une surréalité, mais il y a quand même une différence avec la nôtre. Bon, je pense que c'est une question de densité de conscience, de densité d'information. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe à une réalité qui nous englobe, on diminue considérablement l'information d'un facteur 1000 et notamment le temps. C'est-à-dire on passe à une temporalité où, par exemple, comme je donnais l'exemple de la Terre, où on passe de quelque chose qui est vécu pendant quelques secondes à quelque chose qui est vécu pendant 1000 ans, par exemple, pour ce qui nous concerne. J'en sais rien. C'est juste pour donner une idée. Comme ça, on ne peut pas accumuler éternellement le nombre de couches de réalité, puis on arrive à un moment où on arrive à à zéro information et l'éternité. Et ça, c'est le néant. Donc on peut se faire chapeauter par le néant, ce qui est philosophiquement plus cohérent, au bout d'un nombre fini de réalités superposées. Et donc, alors vous avez parlé de Terminator, donc est-ce qu'on va vers un monde de machines? Oui, on va vers un monde de machines et on va sûrement avoir des problèmes avec ces machines, bien sûr. Bon, maintenant, moi je ne souhaite pas vivre encore à ces périodes-là et je n'ai pas réfléchi à ces questions-là. Merci pour
sujet très intéressant. Vous avez parlé d'architecture, de la conscience des futurs potentiels. Il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup dans la recherche, c'est les patterns, les symboles et les modèles. Ma question c'est, est-ce que vous avez pu identifier des patterns, des modèles dans cette trame des futurs potentiels, en fait? Merci. Je ne sais pas trop à quoi vous faites référence. Pour il y lire... a des cycles, mais... Alors, il y a des modèles qui, en permaculture par exemple, là on parle des films, on parle du voyage du héros qui représente un pattern qu'on retrouve dans tous les films des succès, mais ça peut être aussi dans les conférences, ça peut être dans différents éléments. Donc c'est... Voilà. Oui, vous faites référence à ce qu'on appelle des archétypes en fait. Oui. Alors ça c'est profondément vrai, je pense que le futur est composé d'archétypes, c'est-à-dire d'événements types, et non pas de matière ou quoi que ce soit. Carlo Rovelli lui-même insiste beaucoup là-dessus, la matière n'existe pas, on ne peut pas figer un instant pour dire voilà, on a trouvé un objet, les objets eux-mêmes n'existent pas, ils n'existent que des événements. D'accord ? Et donc on rejoint tout à fait la psychologie jungienne à ce niveau-là, dans la mesure où il me paraît tout à fait cohérent, et je vous faisais tout à l'heure un dessin avec un futur qui tourbillonne, avec des petites flèches qui représentent chacune des archétypes qui peuvent effectivement s'accumuler autour d'une réalité potentielle pour former notre véritable réalité. Et ces archétypes sont nourris par nos consciences, par nos pensées et nos émotions. Après, il peut y avoir une myriade d'exemples, effectivement. Est-ce que ça peut être comme l'eau qui se structure différemment? Il y a des modèles de structuration mais qui changent tout le temps et... Oui. Oui, je pense que de toute façon, il y a des modèles, oui, il y a des modèles qui reviennent tout le temps, bien sûr. On est complètement dans le monde archétypal, on est complètement dans Jung, là. Tout à fait. Quelqu'un là-bas, là-bas. Bonsoir. Du coup, vous venez de dire que vous espérez ne pas vivre dans le futur des machines, mais du coup, si le passé existera encore, vous allez être obligé. Ou alors, du coup, est-ce que vous pouvez développer un peu quand vous dites que le passé existera encore? Est-ce que ça voudrait dire qu'on est en train de vivre potentiellement plusieurs réalités à la fois, ou alors c'est des trucs oui, très par bonne question. rapport dans ma tête avec la réincarnation, du coup, il n'y aurait pas de phénomène de réincarnation, ce serait juste un passé simultané. Voilà. Concernant le monde des machines, non, moi je souhaite faire un saut temporel de 2 siècles. C'est-à-dire si je dois me réincarner, d'ailleurs ça a probablement déjà lieu maintenant, je le décris dans mon livre, hein. J'ai fait un saut temporel de 2 siècles. C'est-à-dire je suis revenu maintenant, après 2200 et quelques, à une époque où on reconstruit l'humanité, après l'extinction de l'humanité qui a lieu, donc je dis, au cours du XXIe siècle, petit à petit. Voilà. Et donc il faut attendre ensuite que la Terre elle fasse son ménage. Et puis voilà, il y a une nouvelle humanité qui est en formation dès maintenant, au XXIIIe siècle. Et donc ça sous-entend pas forcément, mais on peut aussi l'interpréter comme le fait que nous avons des vies simultanées dans le passé et dans le futur, bon, on va dire plutôt dans le passé, et qui sont reliées à la même identité, au même soi, qui lui évolue en justement faisant travailler en même temps de multiples facettes incarnées de lui-même, qui peuvent communiquer par le biais émotionnel. Voilà. Comme ça que je vois. Et le film Cloud Atlas décrit d'ailleurs pas mal cette histoire. Est-ce que c'est la même chose? C'est l'âme que vous appelez le soi? Ce que j'appelle comment? Le soi. Ce que j'appelle le soi. Alors oui, l'âme. Alors l'âme, oui. On peut. Alors ce que j'appelle l'âme, on appelle l'âme, soit on dit l'âme, c'est justement l'information de toutes les 6 dimensions supplémentaires, donc on englobe 2 niveaux de la conscience, c'est-à-dire le moi et le soi, donc soit on appelle l'âme tout ça,
Soit on dit non, l'âme c'est que le niveau supérieur, et dans ce cas-là on dit que il y a trois dimensions pour la conscience, et puis 3 dimensions pour l'âme. Donc à ce moment-là, l'âme est le soi. Et l'esprit serait notre identité ultime, encore en dehors de tout ça, qui serait le sans forme. Parce que l'âme, elle a une forme. L'âme serait notre véhicule immatériel. L'âme renouvellerait notre vie, mais d'une manière beaucoup plus sympa, on va dire, enfin, pas forcément pour tout le monde, dans une éternité relative. Mais ça, on rentre dans la croyance, là. On rentre pas dans... Même si je propose un modèle qui donne une approximation, un modèle, on va dire, neuronal de la conscience à plusieurs couches, ça donne une approximation, et donc à partir de ce moment-là, comme il n'y a rien, on a le droit de penser quelque chose, mais on rentre quand même dans des croyances, mais des croyances qui tiennent quand même compte d'un paquet de témoignages, d'un paquet de lectures, etc. Mais bon, il n'y a rien qui soit vraiment tangible, hein. Donc chacun croit ce qu'il veut. Oui, je voulais savoir quand il y a on est dans des zones d'augmentation de synchronicité. Je ne vois pas. Ah voilà. Quand on est dans des zones où il y a des synchronicités qui augmentent, est-ce qu'on est dans des espèces d'intervalles de temps dans lesquels il est possible de changer de futur? Normalement, si vous vivez une période où vous vivez de véritable synchronicité, effectivement, ça veut dire que vous êtes dans une période instable. Et donc, ça veut dire que votre futur est en train de changer. Donc là, après, c'est en fonction de ce que... Est-ce que vous avez fait fonctionner votre échange avec le futur? Si vous échangez rien avec votre futur, vous ne récupérez pas d'informations. Il y a les chamans qui le font, ça, hein, dans les rêves. Ils utilisent les rêves pour échanger de l'information avec leur futur, pour essayer d'avoir certaines prémonitions. Donc c'est des choses qui s'exercent. Moi je le fais en posant des questions. Je joue avec l'espace-temps en quelque sorte. Et j'ai plusieurs fois obtenu des réponses qui ont été totalement déterminantes pour ma destinée, plusieurs fois, 3 fois. Je le raconte dans... Donc c'est-à-dire que voilà, vous négociez avec votre futur, c'est-à-dire avec votre soi, puisque c'est lui qui le détermine, vous négociez avec votre soi les conditions dans lesquelles vous allez dire « Ok, j'y vais ». C'est-à-dire que vous avez capté une certaine intention, « Ah, mais ouais, mais c'est quelque chose qui vous paraît vraiment... vous ne sentez pas comment vous allez y arriver. Donc là, vous demandez de l'aide, quoi. Donc, et puis, voilà, à force d'accumuler les synchronicités, elles peuvent devenir parlantes. Et là, effectivement, ça agit comme des informations guides. Ça, je confirme. Je confirme que, enfin, en tout cas, je suis témoin dans mon parcours d'avoir vécu, d'avoir reçu des informations guides. Voilà. Sinon, je n'aurais pas écrit mes livres. Ça paraît extraordinaire, mais bon, je ne suis pas le seul à en témoigner. Et j'ai proposé une théorie quasi scientifique, hein, même si ça reste approximatif sur certains aspects. Il y a le modèle explicatif et il y a le vécu expérimental. Si j'ai bien ce que je comprends, c'est que vous parlez d'une certaine communication possible avec le futur via une façon de porter des intentions, vous parlez d'intention authentique, de projection dans le futur. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner quelques éléments de méthode? Vous avez commencé là juste en fait. Est-ce que vous allez nous éclairer un peu sur qu'est-ce que c'est cette authenticité et comment la pratiquer et quel type de méthode? C'est bon, je voulais brosser dans le. J'ai dit à peu près tout ce que. L'essentiel ici, hein. J'ai écrit l'essentiel. Bon, et je ne suis pas le seul, même le seul physicien, je ne suis pas le seul scientifique.
à m'intéresser. Vous allez trouver différentes formes d'enseignement qui vont rejoindre tout ça un peu partout. Je suis contacté par énormément de coachs, énormément de gens qui pratiquent l'hypnose, etc. Enfin, différents secteurs. Ça leur parle à tous. C'est assez incroyable d'ailleurs. Donc en fait, le modèle qui était proposé par Jung était le modèle le plus valable en fait. En première approximation, on va dire nous avons un soi, nous avons une autre partie de nous-mêmes qui gouverne notre destinée et qui se trouve ailleurs, dans le même espace-temps augmenté ou dans un autre espace-temps. Voilà, donc il faut partir de là. C'est pas moi qui l'ai inventé. Énormément de monde a le même langage, même l'association Flux de Vie d'ailleurs. Donc le fait, l'idée qu'on soit relié à une composante plus grande de nous-mêmes est quelque chose qui est quand même très général. Il suffit de développer ça pour éveiller tout le monde. Il suffit de comprendre, et moi c'est ce que j'essaie de montrer, que la physique nous invite à le faire. La physique nous invite à découvrir cette part de nous-mêmes qui nous permet de redevenir vraiment humains. Voilà, donc partez de peu de choses, parce que si vous mettez trop d'informations, ça sera moins crédible. D'accord ? Là, on est déjà passé dans la méthodologie. Moi, j'avais juste la prétention de vous faire un peu la théorie. La théorie, on peut la résumer en l'existence du soi. Voilà, c'est dit en... Ça, c'est quelque chose de rationnel. Les personnes qui vont vous dire le contraire ne sont pas rationnelles. Elles ne sont plus rationnelles, d'accord ? Les personnes qui vont vous dire tout est mécanique, nous sommes des paquets de neurones, ce sont des ignorants. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Alors, bon, simplement, il y a un pouvoir, quoi, il y a une espèce de... Comme il y a quand même une pensée dominante unique sur la planète qui fonctionne avec cette idée-là, on a du mal à s'en défaire. Mais il s'agit de s'en défaire petit à petit. C'est même la solution au problème de la planète. Parce que monsieur parlait de problème identitaire, effectivement, il a raison. On a un problème identitaire puisqu'on n'a même pas découvert notre identité. On n'a même pas encore découvert ce qu'est la nature humaine. Vous vous rendez compte ? Voilà. Donc moi je voulais partager quelque chose avec vous qui me donne un peu des émotions d'ailleurs. Vous m'entendez ? Oui. C'est que tout ce que j'ai entendu ce soir me parle beaucoup depuis des années. Je vis des expériences qui me montrent que ça fonctionne comme ça, qu'on est dans un monde qui nous répond, un monde intelligent. Donc ça m'a ouvert aux neurosciences, ça m'intéressait aux sciences et à aller trouver des réponses. Et j'ai compris certaines choses. C'est l'information se trouve bien dans un monde d'information. Et pour se connecter, eh bien c'est le silence. On va poser une question. Et si on a une ouverture d'esprit qui nous dit « et si c'était vrai ?» Et ça serait comment ? Et qu'on commence à poser ces questions, le pouvoir des questions, on va commencer à entendre des réponses. Oui. Et à partir de là, on va ouvrir des petites portes, et observer des synchronicités, rencontrer des personnes, des bonnes personnes, trouver son chemin, changer. Et aujourd'hui, on peut constater qu'énormément de personnes changent de métier, se mettent sur leur voie. Il y a des milliers d'aidants qui se sont mis en route, alors on entend coach, les accompagnants de toutes sortes. C'est parce qu'il y a une voie qui est en train de s'ouvrir. Je voudrais rajouter quelque chose de complémentaire, c'est que quand on a une intention individuelle, donc un focus, on va aller créer des ouvertures, peut-être lentement, pas sûr, mais quand on se regroupe, ça devient très puissant. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et je remercie, et j'ai trouvé fantastique, c'est quelque chose de difficile à expliquer scientifiquement, mais en fait c'est pas du tout difficile de s'ouvrir à ça.
C'est notre véritable nature. Voilà. Merci à vous. Merci. Personnellement, je voulais vous poser la question, vous demander selon vous, qu'est-ce que l'inhérent, à quelle échelle est-ce que vous le voyez, est-ce que c'est quelque chose Levez la main. macro ou, Ah voilà. est-ce que les échelles quantiques et de l'infiniment grand influencent aussi dessus? L'infiniment grand, il nous influence dans une temporalité tellement immense qu'il engendre un conditionnement. C'est lui qui structure notre réalité, le fond de notre réalité. D'accord? Mais c'est l'infiniment petit qui influence réellement, qui nous influence nous à l'échelle humaine. Là, j'en ai pas parlé j'ai pas parlé de ce modèle parce que j'avais pas trop le temps. Mais personnellement, j'identifie la conscience, l'information de la conscience, aux vibrations quanto-gravitationnelles de l'espace. L'information de la conscience, c'est l'information quantique. Il y a plusieurs niveaux de la conscience, donc il y a l'information quantique qu'on est capable de mesurer. Donc ça, c'est certainement les premiers niveaux de la conscience. Et il y a aussi l'information du vide quantique soumis à des fluctuations, mais à beaucoup plus faible échelle. On descend jusqu'à la gravité quantique. Et là, c'est probablement de l'information qui est liée au niveau supérieur de la conscience. Mais il n'y a pas moyen d'objectiver ça. Donc c'est quand même l'échelle quantique qui influence l'échelle macroscopique pour ce qui nous concerne, les êtres humains. Et bien entendu qu'il y a le déterminisme vient d'en haut, le vrai. Oui. Alors moi je suis là-haut. Si vous avez terminé votre réponse. Je voulais savoir que penser des événements historiques qui servent d'exemple. Vous savez, quand on dit oui, mais on sait, par exemple, les 68, pour la blague. Quand on dit oui, on sait comment ça s'est passé comme ça. Et voilà, moi je me demande, est-ce qu'on peut raisonnablement s'appuyer sur des exemples du passé? Pour savoir quelle bêtise il ne faut pas refaire? Ne serait-ce que s'appuyer dessus, est-ce que c'est raisonnable à partir du moment où tout change tellement, tout a tellement changé? Mais vous, est-ce que vous avez, enfin sans aller plus loin dans ma question, parce que moi j'ai une petite réponse dans ma tête, mais je voulais juste savoir ce que vous auriez envie de dire, répondre à ça. D'accord. Moi je dis que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, le futur nous resserre en permanence les événements du passé aussi longtemps que nous ne sommes pas arrivés à une progression de conscience. D'accord ? Plus qu'une ou deux questions, parce qu'après, vu que la salle va fermer à 23h et on va laisser un temps pour... Oui, j'avais une... C'est bon ? Levez la main, ouais, ok. Oui, j'avais une question, j'avais vu sur votre site, sur le parallèle que vous faisiez entre le Viking et le multivers. Et la question que je me pose, c'est est-ce que dans ces 64 possibilités de réponse du Viking regroupe l'ensemble des possibilités pour l'ensemble des réponses, en fait, à une question donnée? Parce que, donc... Je crois que c'est plus que 64, c'est 64 multiplié par... Alors, ouais, il y a 64. Je crois que c'est dans les 4000, totalement. Voilà. Mais est-ce que là, on retrouve l'ensemble des possibilités à une question? Est-ce que finalement, est-ce que ça correspond à la demande, à une demande qu'on peut faire? Et est-ce que, du coup, la pensée chinoise, déjà il y a des millénaires, avait des réponses à toutes ces questions? Oui, mais bon, enfin moi je ne pense pas avoir vraiment, franchement, les compétences pour répondre à ça, mais disons que intuitivement, je sens qu'il ne me paraît pas du tout idiot qu'effectivement, on parlait tout à l'heure d'archétypes,
d'archétypes, donc ça peut être de comportement, justement d'état d'être, enfin pas d'état d'être, mais d'état de conscience. À quel niveau en est-on, quelle situation en est-on? Ça ne m'étonnerait pas qu'effectivement ce soit quantifiable et qu'il y ait un nombre limite de situations, en tout cas de situations type. Parce que, bon, je pense quand même qu'il y a une grande richesse, et puis c'est à partir du moment où on commence à combiner que cette richesse intervient. Mais ça ne m'étonnerait pas, et puis j'ai un grand respect pour le Yiking, je connais un grand maître en Yiking, vers Gérard Perrier d'ailleurs, j'ai déjà fait des conférences avec lui, qui est très très impressionnant. Et donc le Yiking est d'ailleurs une des façons de vérifier qu'effectivement on peut avoir, en respectant cette intériorité, cette recherche de soi, cette authenticité dans la demande, en s'interrogeant, avoir des réponses tout à fait frappantes. C'est un peu... le Yiking génère en fait des mini-synchronicités. Mais dans la vie, on peut avoir des synchronicités infiniment plus magiques que le Yiking en étalant ça dans la durée, je veux dire sur 24 heures. Au lieu de poser des questions à Descartes, on peut poser des questions directement sans support. Et bon, alors je ne sais pas si ça va peut-être pas arriver à tout le monde, mais je suis sûr que dans des états émotionnels importants et dans une situation qui peut être de crise d'ailleurs, ou au contraire de grâce, de crise ou de grâce, c'est presque un peu pareil d'ailleurs, enfin, sur le plan énergétique, on peut provoquer des choses absolument fabuleuses qui là, alors là, un seul événement comme ça, vous avez compris toute votre vie, vous avez compris la réalité. Tandis qu'avec le Yiking, on peut toujours se demander si on ne projette pas. Et avec le Yiking, que je conseille quand même comme pratique, on va avoir du mal à démêler la projection, le biais cognitif et l'information improbable. Voilà. Oui, là c'est lié à l'interprétation. Voilà. C'est pour ça que c'est tout un art et que il faut vraiment, certains experts qui ont étudié très longtemps arrivent à impressionner, à faire passer leur science, mais à mon avis c'est tout un art. Il ne faut pas recommander le Yiking comme ça. Ce sont des pratiques, il faut aller dedans longtemps, ou alors les laisser tomber parce qu'on va vite s'apercevoir qu'on va tomber sur des contradictions. Et c'est le mental qui va être déçu. Et donc voilà, donc c'est toujours la même histoire, le mental dès qu'il s'en mêle, donc il va rejeter. Voilà, donc c'est compliqué. Alors, j'ai une question là, ici. En fait, je voulais savoir si vous pensiez que la vie avait une intention. Oui, ça c'est une très très bonne question. Et est-ce que cette intention peut s'expliquer par un modèle énergétique, vibratoire, qui est de vibrer de plus en plus et jusqu'où? Alors moi je pense que effectivement la vie, l'espace-temps lui-même, tout dans la nature a une intention. Je pense que l'intention c'est le moteur principal de la réalité. C'est-à-dire c'est le moteur de la conscience. La conscience va vers son intention. Elle peut être conditionnée, je n'ai pas dit qu'elle est forcément libre, mais l'intention est le moteur de l'évolution des systèmes vivants. Moi personnellement, je jette complètement Darwin, même la sélection naturelle, mais en tout cas le hasard des mutations, c'est de la pensée magique. Donc si on veut sortir de la pensée magique de Darwin, et ne pas rentrer dans l'intelligent design ou le créationnisme des Américains, parce qu'ils voient que c'est deux extrémités. La solution la plus intelligente, compte tenu de la physique de la conscience, évidemment, c'est de dire que tout dans la nature a une intention. Et ça explique la vie, ça explique l'évolution génétique, ça explique tout un tas de choses. Il faut revenir à cette idée fondamentale. À mon avis, c'est ce qu'il y a de plus rationnel aujourd'hui pour comprendre l'univers.
J'ai vu autre chose à dire, je crois. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a intelligence et intention dans la nature. La pensée est produite seulement partiellement par le cerveau dans ses aspects les plus séquentiels. Et oui, j'ai oublié de dire ajouter ça. L'intention, c'est quelque chose qui s'exprime de manière vibratoire. C'est pas quelque chose qui s'exprime comme un algorithme. Notre cerveau gauche fonctionne. Bon, encore que non, c'est pas tout à fait un algorithme. Enfin, les réseaux de neurones, on est capable de les simuler, mais j'en ai fabriqué moi-même. On peut considérer que le cerveau gauche, le mental, fonctionne comme des algorithmes, sans pour autant adopter la même architecture, de manière séquentielle, et donc extrêmement lente, et que pour passer au niveau supérieur d'intelligence, on est obligé de passer au niveau vibratoire. Ce niveau vibratoire, donc c'est le cerveau droit, il est connecté, il est beaucoup plus connecté aux dimensions supplémentaires de l'espace-temps qui, elles, sont par essence vibratoires. Les 6 dimensions de la théorie des cordes, c'est les dimensions de la matière. C'est les dimensions vibratoires de la matière. La matière est une cristallisation de la conscience. Avant d'être cristallisée, la conscience, elle est également vibratoire. D'accord ? Donc ce sont les vibrations de la conscience qui adressent tout ce qui va nous arriver, le moi, le soi, enfin, qui agissent comme système émetteur-récepteur, récepteur du soi, émetteur d'informations du moi, qui dessine nos lignes de vie. Et tout ça, c'est la conscience de nature vibratoire. C'est ça qui contient l'intelligence et l'intention de la nature, de tous les systèmes vivants. Voilà, c'est ce que je pense. Parce que je suis attaché à la raison. Parce que j'ai compris quelles étaient les limites de la physique. Parce que je propose un modèle qui est cohérent pour comprendre et même pour fournir une solution intuitive, je le reconnais, au grand problème à l'heure actuelle qui est l'incompatibilité entre la mécanique quantique et la relativité générale. Étienne Klein disait que si on voulait résoudre ce problème-là et donc mettre la mécanique quantique dans l'univers bloc, il fallait accepter la rétrocausalité. Et aujourd'hui, les physiciens bloquent à cause de ça, parce que la rétrocausalité, ça heurte le tabou de la causalité. Voilà, bon, je pense que j'ai fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup.